Bonjour à nouveau. Pour terminer ce chapitre, on va voir que la fin du Moyen Âge est marquée aussi par la fin de la société féodale. Cette fin ne se fait pas en un seul jour, c'est une fin qui va se faire progressivement. Alors tout d'abord, on va revoir avec la première question, montrer comment fonctionnent les liens féodaux au Moyen Âge. On va voir ce que c'était que la société féodale. Donc nous allons reprendre le document 1. Voilà. Alors, ce petit croquis illustre donc le fonctionnement de la société féodale. Donc, la société féodale repose sur les rapports entre un seigneur et ses vassaux. Et dans la société féodale, le roi était ce qu'on appelle un suzerain, c'est-à-dire un seigneur supérieur aux autres seigneurs. Donc, le roi était le suzerain des grands seigneurs de France, qui étaient ses vassaux. Donc, le comte de Champagne, par exemple, qui était un des plus grands seigneurs de France, était le vassal du roi de France. Et ils avaient donc des obligations réciproques, une aide militaire et une aide juridique. Le vassal devait protéger son suzerain. Donc, si le roi l'appelait pour défendre une forteresse royale, il devait répondre présent. De la même façon, le roi pouvait appeler son vassal pour partir en expédition. C'est ce qu'on appelait l'ost, le service militaire. Deuxième chose, c'est l'aide juridique. Donc le vassal devait la protection juridique et le conseil et la protection juridique à son seigneur. Il devait l'aider dans des situations juridiques complexes. Et il y avait un devoir du roi et du vassal, l'un envers l'autre, un devoir d'aide financière. Donc vous voyez, quand le seigneur, le suzerain, marie sa fille, eh bien, il peut demander à ses vassaux de l'aider. De, une autre façon très importante d'aider financièrement, c'était le seigneur devait remettre à son vassal ce qu'on appelle un fief, c'est-à-dire en général une terre. Donc le comté de Champagne, eh bien, c'était un fief royal, mais qui était en fait transmis de génération en génération. Donc pour les comtes de Champagne, la Champagne leur appartenait à eux en propre. C'était censé être une terre qui appartenait au roi, mais en réalité, quand un comte de Champagne mourait, son fils se faisait redonner le même fief, et en fait, du coup, c'était pas contrôlé par le roi. Lors de l'adoubement du fils, si un fils devenait chevalier, il pouvait demander de l'aide financière au seigneur. Pour le départ en croisade, il fallait participer soit en personne, soit financièrement. Et si le seigneur était fait prisonnier, le vassal devait payer pour la rançon. Donc, en gros, le roi, c'est un seigneur parmi d'autres, même s'il est au-dessus des autres seigneurs. Et ce qui faisait la puissance du roi, c'était le nombre de ses vassaux et leur fidélité. Donc si le roi a suffisamment de vassaux et suffisamment de terres à donner en fief, eh bien c'est un roi qui a beaucoup de soutien et donc qui peut être puissant. Si on voit que le roi a moins de terres à donner et qu'en fait ses fiefs lui échappent, eh bien ça va être un roi faible qui risque d'être lâché aussi par ses vassaux qui peuvent à ce moment-là ne pas respecter leur serment de fidélité, même si normalement c'était un serment qui était indissoluble, puisqu'il était prêté devant Dieu, et le rompre, c'était se montrer parjure, c'est-à-dire c'était un crime religieux le fait de ne pas respecter un serment qu'on avait fait. Malgré ça, ça arrivait quand même. Donc pour que le roi soit puissant, il fallait qu'il contrôle ses vassaux. C'était une situation un petit peu difficile pour le roi, dont le pouvoir reposait sur le pouvoir d'autres grands seigneurs. Et donc la deuxième question, montrer comment les rois affirment leur autorité face aux grands seigneurs du royaume. Donc on regarde le document 2 et également on pourra lire on pourra voir la carte du document 3. Donc dans le document 2, c'est un historien qui explique comment le roi va mettre en place un système qui va lui permettre de se passer des grands seigneurs. Donc déjà, financièrement, il va réussir à se passer de l'aide financière de ses grands vassaux. Puisque avant, il était obligé, à la moindre dépense, pour financer une expédition, quel que soit le motif, il devait demander à ses vassaux de l'aider financièrement.
Donc chaque vassal levait de l'argent dans sa province et la reconfiait au roi. Le roi va mettre en place une fiscalité, c'est-à-dire des impôts efficaces, qui fait qu'il va contrôler ses finances directement. Il n'y a plus à passer par les grands vassaux pour avoir de l'argent. Il se dote d'une administration, donc il va nommer directement des représentants qui vont agir en son nom dans les provinces, une armée qui est son armée, c'est-à-dire qu'il va recruter ses propres hommes, et ce ne seront donc pas les soldats des grands seigneurs. Petit à petit, les grands seigneurs ne vont plus avoir une armée à eux, ils vont devenir des commandants d'armée, mais de l'armée royale. Et des institutions représentatives, donc il va y avoir des nouveaux nobles, vous voyez, comme le Parlement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des nobles qui sont entièrement dépendants du roi et qui n'ont rien à envier aux autres grands seigneurs. Et puis, ce qu'on vous explique aussi, c'est qu'il va y avoir toute une stratégie pour augmenter le domaine royal. Donc, on voit avec le document 3, c'est ce qui est expliqué sous forme de carte, et ça illustre le document 2. Donc on voit comment au cours du Moyen Âge, les rois de France vont augmenter considérablement la taille du domaine royal. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu à l'époque de Philippe Auguste, quand Philippe Auguste prend le pouvoir, il a un tout petit domaine royal et l'essentiel appartient aux Anglais. Et on voit qu'à la fin du XVe siècle, à la fin du règne de Louis XI, les Anglais sont pratiquement totalement éliminés du territoire à la fin de la guerre de Cent Ans. Il leur reste uniquement Calais, c'est tout. Tout le reste a été repris par la France et intégré au domaine royal. Et on voit que, en plus, par différents moyens, le roi a réussi à récupérer énormément de territoire. Donc, par la guerre, c'est la guerre de Cent Ans. Par rachat, c'était quand un grand seigneur avait des dettes, eh bien on lui proposait de racheter ses terres, ça pouvait être intéressant. Par héritage, ça pouvait être aussi un autre moyen, un grand seigneur qui meurt sans héritier, qui cède son domaine au roi de France. Par confiscation, donc ça c'était quand il y avait un seigneur qui se révoltait ou qui refusait, un vassal qui refusait d'obéir à ses obligations, eh bien c'était une très bonne occasion pour lui confisquer son fief, pour lui confisquer ses terres et les intégrer au domaine royal. Et un autre moyen d'intégrer des nouvelles terres au domaine royal, eh bien c'est par mariage. Vous voyez par exemple ici, vous voyez la Bretagne. Louis XI va épouser Anne de Bretagne, ce qui va permettre de rattacher la Bretagne à la France. Donc, on a une extension énorme du domaine royal et plus aucun seigneur en France ne peut rivaliser avec le roi de France. Donc, tous les seigneurs vont en fait devoir se tourner vers d'autres sources de pouvoir. Il va aussi se rapprocher, inciter les seigneurs à être davantage présents à sa cour et en fait, au lieu de donner des fiefs aux grands seigneurs comme on le faisait dans le système féodal, le roi va honorer les grands nobles en leur donnant des grandes fonctions. Donc en les nommant chefs de l'armée, en les nommant membres du conseil du roi. Donc ces fonctions, c'est ce qui va remplacer les grands fiefs. Donc en gros, les nobles, petit à petit, vont devenir davantage dépendants du roi pour avoir du pouvoir, et ils ne pourront plus compter sur leurs propres terres, leur propre armée, leurs propres impôts. C'est un processus qui est en cours, qui n'est pas encore achevé, mais qui a énormément progressé à la fin du Moyen Âge. Donc ce système, petit à petit, va être remplacé par un autre, un système où le roi contrôle de plus en plus de pouvoir et où les nobles tiennent leur pouvoir uniquement directement du roi. Voilà pour ce qui est du renforcement du pouvoir royal. Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon et je vous dis à bientôt pour un QCM sur l'ensemble du cours.